l'alpiniste s'approcha du névé et en balaya la neige. En dessous se trouvait le corps de Beck Weathers. Ce jour-là, une violente tempête avait emporté de nombreuses vies, et Beck était le suivant. L'homme dégagea la glace des yeux et de la barbe pour regarder Beck en face. Son état laissait comprendre que le malheureux n'en avait plus pour longtemps. Pendant ce temps, à la maison, sa femme, Peach, l'attendait. Elle était si fatiguée de l'obsession de Beck pour l'alpinisme qu'elle avait décidé de divorcer. Cependant, elle prévoyait de le lui dire après qu'il aurait réalisé son rêve de gravir l'Everest. Le téléphone sonna. Peach décrocha. Une voix inconnue lui annonça que son mari, Beck Weathers, était mort le 11 mai 1996 lors de l'ascension de la montagne. Pourtant, juste après que le groupe d'alpinistes eut laissé le corps de Beck dans la zone de mort de l'Everest, il ouvrit soudainement les yeux. Les événements qui suivirent ébranlèrent le monde entier, et pas seulement la communauté de l'alpinisme. C'est l'histoire d'un homme mort qui a survécu sur le mont Everest. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Beck s'est passionné pour l'escalade seulement à 40 ans. Pourtant, cette activité est très vite devenue une obsession. Beck avait fait une belle carrière dans la médecine à Dallas et avait une grande famille. Malgré cela, l'homme sombra dans la dépression. Un jour, il lut un article sur Richard Bass, la première personne à avoir gravi les 7 sommets. C'est-à-dire la plus haute montagne de chaque continent. Kosciuszko, Puncak Jaya, Massif Vinson Elbrus, Kilimanjaro, Denali Aconcagua. Et le plus haut d'entre eux, l'Everest. De plus, Bass n'était qu'un simple joueur de tennis et skieur qui ne s'était jamais entraîné spécifiquement pour l'alpinisme. Par conséquent, Beck, qui n'avait pas non plus une grande expérience en alpinisme, décida qu'il était lui aussi capable de tels exploits. Il commença donc à participer à diverses expéditions, choisissant à chaque fois des itinéraires de plus en plus difficiles afin de passer le plus rapidement possible aux 7 sommets. Et, selon lui, c'est cela qui le sortit peu à peu de son état dépressif. Mais, en pratiquant ce hobby extrême, il oublia sa famille et ne passait presque plus de temps avec sa bien-aimée. C'est pourquoi Peach prit la décision de divorcer. Mais à ce moment-là, Weathers partait pour un nouveau voyage, et cette fois-ci le plus sérieux. Il prévoyait de conquérir l'Everest, alors pour ne pas contrarier son mari avant le départ, Peach décida d'attendre son retour pour annoncer son verdict. Avant que Weathers ne parte pour le Népal, il décida de subir une kératotomie radiaire pour corriger sa myopie avant l'ascension. Pour cela, de petites incisions sont pratiquées dans la cornée. Un certain temps de rééducation était nécessaire après l'opération, mais Beck était pressé de conquérir le plus haut sommet du monde. Plus tard, il regretterait amèrement de ne pas avoir laissé sa cornée guérir correctement. Et ainsi, en mai 1996, Weathers rejoignit un groupe de 8 alpinistes ambitieux, dirigé par Mike Groom, avec comme guide principal le vétéran Rob Hall. Il avait déjà gravi l'Everest 5 fois. Le 9 mai, au lever du soleil, l'équipe partit pour le camp supérieur sur le col sud. Les alpinistes devaient passer une journée entière sur cette partie du trajet, mais pas plus. Car selon le timing, ils devaient ensuite se reposer 3 à 4 heures, puis commencer l'ascension du sommet à la tombée de la nuit pour l'atteindre au plus tard à 14 heures. Ceci afin de ne pas passer les sections les plus difficiles dans l'obscurité lors de la descente. Tout commençait bien, car l'équipe arriva au camp supérieur comme prévu. 3 autres groupes s'y reposaient également. Une douzaine de tentes étaient installées sur place. Le groupe auquel appartenait Beck partit le premier vers le sommet. À un moment donné, Weathers devint soudainement irritable. Il avait du mal à se concentrer sur l'ascension, car la montagne paraissait floue. Il ne comprit pas immédiatement pourquoi. Il s'avéra qu'à une altitude aussi élevée, la cornée ayant subi une kératotomie radiaire pouvait se fissurer et s'épaissir. À cause de cela, la distance focale se réduit et rend la personne pratiquement aveugle. Pourtant, les ophtalmologistes ne le savaient pas encore à l'époque, car personne avant Beck n'était monté sur l'Everest après cette opération. Et en plus de cela, Beck essuya son visage avec une moufle recouverte de glace. Un cristal déchira douloureusement sa cornée droite,
laissant cet œil complètement trouble. À ce moment-là, l'équipe se trouvait à un endroit de la montagne appelé le balcon, à environ 8400 mètres d'altitude. Quand Hall découvrit que Weathers ne voyait plus, il lui interdit de continuer l'ascension, lui ordonnant de rester sur le côté du sentier pendant qu'il emmenait les autres au sommet. Beck resta seul dans la neige et presque aveugle. On pourrait penser que rien ne pourrait être pire. Une tempête mortelle. Dans l'après-midi, 3 autres alpinistes descendaient du sommet et aperçurent Weathers. Ils lui proposèrent de descendre avec eux au camp supérieur, mais il refusa. Weathers avait peur que si Hall revenait et ne le voyait pas là où il lui avait dit d'attendre, il penserait qu'il était tombé de la falaise et se mettrait à sa recherche, mettant sa propre vie en danger. Beck s'attendait à Hall au plus tard à 15 heures. Mais 16 heures arrivèrent, puis 17 heures. La nuit commençait à tomber, la température chutait et le vent augmentait. Puis la neige se mit à tomber. Bien que Beck respirait de l'oxygène en bouteille et ne souffrait pas d'hypoxie, il comprit qu'à cause du froid, il commençait à se sentir étrange. Il hallucinait, voyait des gens. Le corps de Beck était engourdi parce que pendant les 10 heures d'attente, il avait à peine bougé, restant assis ou debout. Mais il attendait Hall. Pendant ce temps, le guide avait atteint le sommet avec succès avec le reste de l'équipe. Cependant, sur le chemin du retour, un autre membre de l'équipe tomba malade. Hall décida de rester avec lui jusqu'à ce que son état s'améliore. Il dit au reste du groupe de ne pas tarder et de descendre sans lui. Pendant ce temps, Beck gelait de plus en plus, mais il attendait son guide. Et ce n'est qu'après 17 heures que le groupe de Beck revint enfin. Les alpinistes informèrent Beck que Hall, qui avait déjà 3 heures de retard sur eux, n'était pas avec eux. Alors le chef Mike Groom prit Weathers avec lui. Mais très vite, une violente tempête éclata au sommet de la montagne. Les premiers à souffrir furent ceux qui étaient sur la montagne. Hall et son compagnon gelèrent à mort, restant pour toujours sur les pentes de l'Everest. La tempête de neige se propagea et réduisit la visibilité à presque zéro. Pourtant, le groupe devait avancer coûte que coûte, mais Beck était dans un état terrible. Outre lui, une femme nommée Yasuko était aussi très épuisée. Elle rappelait à Beck un cadavre vivant. Et lui-même n'avait pas meilleure mine. Tous deux représentaient un gros problème pour les autres alpinistes qui étaient encore capables de rejoindre le camp. Beaucoup auraient depuis longtemps abandonné les plus faibles et sauvé leur propre vie. Pourtant, le groupe n'abandonna pas les victimes. Ils décidèrent, malgré tout, de rester ensemble. Un homme aidait Yasuko, et le chef de groupe Mike enroula une courte corde autour de Beck et le descendit pratiquement avec. Mais à 400 mètres du camp supérieur, l'Everest fut à nouveau frappé par une tempête de neige assourdissante. À cause de cela, l'équipe avançait à tâtons et se trompa de chemin. Le groupe se retrouva à presque 8 mètres d'une falaise. Les alpinistes le remarquèrent à temps. Sinon, ils auraient pu chuter d'une hauteur de 2134 m. De plus, dans ce chaos, Weathers, presque aveugle, perdit une de ses moufles. Si dans la vie de tous les jours, cela aurait été une désagréable petite chose, pour Beck, cela allait se transformer en une véritable tragédie. Car aux altitudes de l'Everest, les températures sont trop basses, et perdre une moufle peut signifier perdre une main. Très vite, Beck cessa de la sentir. D'abord, Weathers pensa que sa main était juste un peu engourdie, puis il la leva devant lui et vit qu'elle était gravement gelée et presque grise. Alors, il cria avec horreur. « J'ai compris. » À ce moment, une forte rafale de vent le rejeta en arrière dans la neige. Weathers sombra dans l'obscurité. À un pas de la chute de la falaise, Mike et les alpinistes qui avaient la force de marcher comprirent qu'ils avaient été imprudents avec leur héroïsme. Car cela pourrait empirer la situation si finalement tout le groupe devait périr. Ils décidèrent alors qu'il serait plus sage de laisser Beck et Yasuko, d'atteindre le camp, puis de revenir les chercher avec des renforts. Mais au camp, ils ne rencontrèrent qu'un seul alpiniste, Anatoly Boukrev, et personne d'autre, et eux-mêmes n'avaient plus la force de retourner en arrière. Alors Anatoly décida de faire ce que peu auraient osé. Partir à la recherche dans la tempête de neige, seul. Cependant,
Lorsqu'il tomba sur le couple gelant, il comprit qu'on ne pouvait plus les aider. Ils étaient incapables de se lever et de marcher, et il ne pourrait certainement pas les porter seuls. Alors Anatolie se dépêcha de retourner au camp. Beck fut à nouveau laissé à son sort. Bientôt, il gela au point de tomber dans un coma hypothermique. C'est un état qui survient lorsque la température corporelle est trop basse, après quoi le corps cesse de fonctionner correctement. Il commença à nouveau à sombrer dans l'obscurité. Le 11 mai, tôt le matin, la tempête était terminée et la force du vent avait diminué. Alors l'alpiniste Stuart Hutchinson et 3 autres Sherpas se rendirent vers Beck et Yasuko, dont ils avaient appris l'existence par d'autres victimes. Le visage de Yasuko était recouvert d'une couche de glace de près de 8 cm. Stuart l'enleva et vit que son regard ne bougeait pas. Sa peau ressemblait à de la porcelaine, mais elle respirait encore. Puis il regarda le visage de Beck et vit qu'il était mort. Presque mort. Il n'en avait plus pour longtemps. Les hommes décidèrent qu'on ne pouvait plus les aider et retournèrent au camp. Beck voyait les contours flous des hommes qui s'éloignaient. Il avait été abandonné une deuxième fois. Pourtant, Weathers ne leur en voulait pas. Il connaissait les lois non écrites de la montagne et n'aurait pas voulu que ses sauveteurs meurent avec lui. Ses paupières redevinrent lourdes. Pendant ce temps, sa femme Peach était assise, pétrifiée d'horreur, le combiné du téléphone dans les mains. On venait de lui annoncer que son mari était mort. Quand Beck ouvrit les yeux, il vit sa maison et sa famille courant joyeusement vers leur père miraculeusement survivant. Mais ensuite, l'image devint floue, et il rouvrit les yeux. Cette fois pour de vrai. Musique. Weathers délirait encore, car cela faisait déjà 15 heures qu'il était dans un coma hypothermique. Beck tourna la tête et comprit que ce n'était pas sa cour à Dallas, mais la neige maudite. Alors, il prit conscience à quel point il voulait rentrer chez lui. Weathers commença à se lever. Il était littéralement ressuscité d'entre les morts. Mais comment était-ce possible? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le coma l'avait même aidé. Pendant celui-ci, le corps de Weathers s'était réchauffé au point qu'il reprit miraculeusement conscience. Comment Beck avait-il pu sortir de cet état? C'est encore un mystère pour tous les médecins. Beck leva la tête et vit que le soleil allait bientôt se coucher. Weathers comprit qu'il lui restait 1 heure pour essayer d'atteindre seul le camp supérieur depuis le col sud. Car il avait entendu que personne n'avait jamais survécu dans les neiges de l'Everest sans abri 2 nuits de suite. Beck marcha simplement, sans voir les obstacles, marchant par la force, à travers la douleur. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours et n'avait pas bu d'eau depuis 2 jours. Mentalement, il priait pour être sauvé. Et Weathers parvint vraiment à atteindre le camp. Pourtant, on ne se pressait pas pour le secourir. Le mort arrive, chuchotèrent les alpinistes lorsqu'ils virent la silhouette de Beck non loin de là. Ils le firent immédiatement dormir dans l'une des tentes et le laissèrent à nouveau seul. Bien que dans tous les articles que j'ai trouvés sur ce sujet, il était écrit qu'il avait été abandonné 2 fois. En approfondissant cette histoire, j'ai compris qu'en réalité, il avait été laissé seul d'innombrables fois, et cette fois encore, on ne lui apporta aucune aide sérieuse. Mais il y avait des raisons à cela. Beck avait l'air terrible. Et bien que son ardente soif de vie les impressionnait tous, il était clair qu'il ne tiendrait pas jusqu'au matin. Weathers sombra à nouveau dans l'obscurité du sommeil. En arrière-plan on entendait les voix des alpinistes parlant du gars mort dans la tente. À l'aube, tout le monde emballait ses affaires et se préparait à partir. Un des alpinistes, John Krakauer, vérifiait chaque tente pour s'assurer que personne n'avait fait la grasse matinée. « Bonjour » cria Beck. John passa la tête dans la tente où devait se trouver ce fameux gars mort. Samakwar Tamba. Il n'arrivait simplement pas à croire que Beck n'était vraiment pas encore mort. Cette information fut transmise au camp de base. On Rapila Peach. On dit à la femme qu'une erreur avait été commise et que son mari Beck Weathers n'était en fait pas encore mort. Cependant, on l'a mis en garde pour qu'elle ne nourrisse pas de faux espoirs, car l'état de Beck était critique et la fin tragique était plus que probable. Beck n'osait même pas imaginer ce que ressentait sa famille en ce moment.
Il était conscient de la quantité de chagrin et de douleur qu'il avait infligé à sa femme en la délaissant pour un hobby extrême. Pendant ce temps, l'opération de sauvetage commençait. Un hélicoptère américain Eurocopter, qui était à proximité, pouvait partir chercher Beck. Mais les hélicoptères ne peuvent pas monter au-dessus du premier camp de l'Everest, et Beck se trouvait au 4e. Mais à cause de la tempête de neige, l'air y était si raréfié et instable que l'hélicoptère ne pourrait même pas atteindre le premier camp. Les pilotes refusèrent donc le sauvetage. Alors Peach, qui avait déjà oublié tous ses griefs contre son mari, devint obsédée par son sauvetage. Elle se mit à appeler les membres du groupe des maires du nord de Dallas, cherchant des relations qui pourraient l'aider à sortir Beck de l'Everest pendant qu'il respirait encore. C'est ainsi qu'elle entra en contact avec le lieutenant-colonel Madan Khatri, qui accepta d'essayer de sauver Beck. Pour cela, les alpinistes parcoururent un chemin incroyablement difficile du 4e au premier camp pour aider Weathers à descendre le plus bas possible. Quand Beck fut amené au premier camp, Madan Khatri le récupéra sur un hélicoptère délabré B-2 Skirell à Stareku, qui tenait à peine dans l'air raréfié. Pour le sauver, le pilote risqua aussi sa propre vie. Ce fut l'une des opérations de sauvetage héliportées les plus dangereuses de l'histoire de l'alpinisme. Beck Weathers eut la chance de survivre à la catastrophe sur le mont Everest survenue les 10 et 11 mai 1996. Ces jours-là, la tempête emporta pas moins de 8 vies. D'habitude, les histoires de mes vidéos sur les alpinistes de l'Everest se terminaient ainsi. Il a survécu ou il est resté pour toujours sur les pentes. Mais l'histoire de Beck exige une suite, car il a dû se battre pour sa vie même après avoir été ramené chez lui. Il s'attendait à une série d'opérations. Dans sa main gauche, l'irrigation sanguine de Beck fonctionnait très mal, et dans sa main droite, elle s'était complètement arrêtée au-dessus du poignet. Le chirurgien plasticien reconstructif Greg Anigian opéra la victime pour préserver toute fonction possible, ne serait-ce que de la main gauche, malgré le bout des doigts gelés. Mais la main droite était irrécupérable. Et ce n'était pas fini. Beck continua à se décomposer au sens propre du terme. Un gros morceau de chair au-dessus de l'œil droit, avec le sourcil, lui tomba directement dans les mains. Puis son gros orteil se détacha. Son nez était aussi gelé, et les médecins durent l'amputer. Pourtant, ils parvinrent à le reconstruire avec de la peau du front et du cou, et des morceaux de cartilage des oreilles. Mais Beck s'inquiétait plus pour Peach que pour lui-même. Pourrait-elle supporter d'être avec lui après tout cela, pendant tant d'années? Beck admit sa culpabilité et libéra sa femme, lui disant qu'elle n'avait pas à traverser tout cela avec lui. Elle ne méritait pas ça. Mais Peach répondit, « Non, je te donne 1 an. » Aujourd'hui, Beck a pris ses distances avec l'alpinisme. Il a écrit ses mémoires sur son expérience, Left for Dead. Son expérience sur l'Everest a été immortalisée dans plusieurs films, et lui-même est devenu un excellent orateur, motivateur, père et mari. Un jour, on demanda à Beck Weathers s'il avait la possibilité de tout recommencer, gravirait-il à nouveau l'Everest en sachant comment tout cela finirait? Il répondit que oui et ajouta que ce jour-là, sur la montagne, il avait échangé ses mains contre sa famille et son avenir. Et c'est un marché qui vaut la peine d'être accepté. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Beck ou à la place de Peach? Écrivez dans les commentaires.